sais, t'as fait de la radio, t'es rentré dans le milieu dans le milieu de la radio grâce à Jeff Fillion. Oui. Tu l'as côtoyé beaucoup. Oui. Mais de ce que je connais de toi, t'es moins dans les débats, puis t'es moins politisé, t'es plus dans l'entertainment, tout ça. Est-ce que t'as subi quand même les éclats d'obus, admettons, de tous les tumultes que Jeff Fillion a traversés, tu sais, parce qu'il a traversé plusieurs épreuves dans ces années-là, là, tu sais, là. Est-ce que toi, t'as reçu des éclats d'obus de ça? Est-ce que tu te faisais juger? Oui, toute Radio X était visée dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, parce qu'on généralisait beaucoup, on traitait, on disait tout, puis on voyait toutes les radios de Québec tout faire la même affaire, puis tout, tu sais, en fait, on généralisait toutes les radios de Québec, là, tu sais. C'est vrai que dans mes émissions, j'en ai jamais parlé. Je suis souvent intemporel aussi, ou ben non, pas d'actualité, pas de politique. Alors que sur le web, qu'importe, tout le monde sait très bien ce que je pense de telle affaire, mais j'ai jamais basé mes émissions là-dessus. Jamais. Ça a tout le temps été vraiment juste de la bonne humeur puis rire. Ouais, c'est peut-être ma force. 91, c'était pareil aussi. Exactement. Quand j'étais à Radio X2, ça a été des grosses années avec le 91. Ben, 91, avec ça, c'est Cocktail aussi. C'était énorme, mais j'ai jamais parlé de politique, jamais parlé d'actualité non plus. Je radote beaucoup. Ça, c'est des histoires tout le temps, ou ramener tout le temps un punch, tout le temps ramener la même histoire, la même Rita, le même 4h11, tout le temps basé sur la répétition. Mais oui, on était associés. Moi, je l'ai tout le temps assumé et j'ai tout le temps voulu défendre du mieux que je pouvais. Jeff, c'était le leader. Quand Jeff Fillion faisait pas un sermon, faisait vraiment pas un exposé oral, mais un discours avant les sondages radio. T'avais juste envie d'aller à la guerre, ce gars-là, puis vraiment vraiment être capable de combattre les autres radios puis finir numéro 1. Ce gars-là est un grand leader. Tu sais, quand Jeff avait des problèmes, il va le prendre en rien sûrement. Oui, on passait comme tout au bat. Moi, je l'acceptais vraiment. Ça faisait partie de l'équipe de Radio X. C'était l'équipe. Mais oui, tout le monde était associé à ça. Est-ce que ça m'a nuit? Je me suis jamais questionné vraiment. Je pense que quand j'étais trop jeune, je m'en foutais sûrement. Ça faisait que ceux qui investissaient, qui croyaient en Radio X, étaient vraiment des commanditaires, des partenaires très très forts qui y croyaient. Là. Fait que les déboires ou les problèmes m'ont jamais affecté. Non. Je pense pas. Il y avait, tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un petit peu, il s'était installé une espèce de beef entre le propriétaire de Radio X de l'époque, qui était, je me souviens plus son nom. Demers, avec Patrice Demers. Patrice Demers, puis avec Jeff, tu sais, là, c'était à couteau tiré. Toi, t'étais-tu encore là à cette époque-là? Ouais, j'étais là. Pour revenir un petit peu, ça m'a comme fait allumer. C'est sûr que les années 2005-2006, lorsque le CRTC, on enlève la licence, la radio ferme demain, ça menait du stress. J'en reviens tout le temps à ma mère. Je pense que mon père s'en foutait. Bon, pas que s'en foutait, mais mon père c'était tellement comme... Il va y avoir d'autres choses après, il fera autre chose, je sais pas, il fera des spectacles dans d'autres bars. T'sais. Mais pour ma mère, c'est comme ils vont fermer la radio, c'est triste. Oui, ça mettait du stress. C'est clair cette histoire-là. Et oui, j'étais là lorsque P. Demers et Jeff Fillion, ça reste, on tombe un peu dans la légende puis le mythique. Ces gars-là étaient meilleurs amis. Ils sont devenus plus meilleurs amis durant toutes ces histoires-là. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont séparés, tu sais, que l'amitié s'est brisée puis que c'est ça que parce que Demers il l'assumait plus, Jeff, tu sais, il l'a défendu longtemps. Ouais, il l'a défendu très très longtemps. À un moment donné, c'est comme il défendait plus, mais pourquoi là, mais il était à côté peut-être. C'était peut-être mais c'est rare, je parle l'argent, de ça. C'est rare aussi qu'on m'a posé des questions là-dessus. Là, je vais essayer de répondre du mieux que je pense. Bon, P. Demers et Jeff Fillion ont créé Radio X. Ils ont emmené ça au top. Pourquoi Radio X était rendu si puissant, si hot? Tout le monde parlait de ça. C'est grâce au contenu de Jeff, mais c'était devenu aussi, entre parenthèses, un problème, tout ça, là. À la fin, on comprend? La perte de la licence, probablement, et assurément, c'était comme visé vers le show du matin aussi. Fait que ce qui était l'arme secrète est devenu aussi un problème pour Patrice.
Je dis ça quand on jase, hein? Ouais. On jase, hein? On spécule. C'est Peur Optique qui dit dans le chatroom, il dit la vente de ses parts de choix. C'est qui? C'est Jeff qui avait vendu ses parts, quoi? Ah, ça, j'ai pas de réponse à ça. Ah, okay. Est-ce que Jeff avait des parts lorsque Genex Radio X a vendu à Radio Nord? Je sais pas. Ah, je sais pas. C'est-tu suite à l'affaire de Tout le monde en parle, là, que c'est là que ça a dégénéré ou c'était un peu. Ça, c'est un autre parmi tant d'autres, peut-être? Là? Ah non, il dit c'est Demers, probablement. Okay. Il dit Demers, je crois, mais je pense. Patrice Demers a vendu Radio X et s'est connu à Radio Nord. C'est bien ça l'histoire. On devait être un peu passé la moitié des années 2005-2006, sûrement. Est-ce que là peut-être plus tard un peu, je sais pas. Là t'es à la radio, t'es où là t'es où? Oui, là j'étais à Énergie le vendredi de 18h à 21h. Un show le vendredi, c'est merveilleux dans ma vie. Avec des capsules aussi, la minute à marteau. Ça joue à tous les jours durant la semaine. Mon horaire est parfait. Ça là, c'est clair. Ah ouais? Autant avec exemple, parce que l'arrivée de l'équipe de tantôt je vais m'emmener en char, puis je me disais les années peut-être quand on était ensemble, là, les grosses années, 2015, admettons, je faisais 5 shows du lundi au vendredi à Radio Pirate, suivi de 5 shows le soir à Énergie et 2 shows samedi-dimanche à Énergie la fin de semaine. Puis tu changeais de studio, là. Entre les deux, on finissait à Radio Pirate, on partait dans le trafic, on allait 20-25 minutes pour changer de studio. Ah, c'est fou. 12 shows par semaine pendant des années. Je ne veux pas faire ça. Ouais, là, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment on a fait. T'sais, on avait une structure. T'as pas fait autant, là? Ouais, mais tu sais, autant avec Colosse, autant avec Jen. J'ai eu des collègues pendant plusieurs années. J'ai fait 10 ans avec Colosse à Radio X. Il est venu me rejoindre à Radio Pirate puis Énergie. On a refait un autre 5 ans ensemble. Au total, avec Jen, j'ai fait 10 ans en combinant. T'sais, j'ai eu des partenaires, des chummies, des acolytes pendant plusieurs années. Mais la période où on faisait 12 shows de radio par semaine, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on faisait. Je sais pas comment je faisais. Je ne veux pas revivre ça. Tu sais, c'est mentalement... Je sais pas comment on faisait. C'était dur de trouver des fun facts. Tu sais, au début, t'es comme genre, on va parler des fun facts. Puis là, à un moment donné, genre, oh, il n'est plus bien là de fun facts. Je sais plus de quoi. Ça, c'est drôle. C'était dur. Avec Colosse, on avait notre méthode de travail. On se disait tout le temps, faut être un bon sujet. Un sujet par jour. Juste ça. Puis là, c'est facile, un sujet par jour. 200e journée, 300e journée. Ouais. Des années. 822e show. Un bon sujet par jour. Ah non, c'est du stock, là. C'était juste ça, notre défi. Et avec ça, ben après ça, avec la répétition. Après ça, avec les invités, avec tout, on pouvait... Il y a un bout avec Colosse, je faisais le DRX le midi. On faisait saucisses et cocktails le retour de 3 à 6 pour changer de studio dans Radio X, faire un autre DRX de 6h à 9h. Hein? Là, on était à 3 shows par jour. Mais c'est 12 heures de travail, ça. Mais, tu sais, ça veut dire qu'il y a une période entre 20 et 35 ans, le cerveau est juste trop fort. C'est fou ce que je veux dire. Je sais pas comment je faisais. Je ne sais pas. Tu sais, sûrement, il y a un... Moi, je dirais l'alcool aussi. Tu sais, juste avant le show, on arrêtait de ton dépanneur. Puis là, il achète, c'était du cidre de pomme qu'on buvait dans ce temps-là. Puis là, le gars du dépanneur dit « Ah, mais chaude, le marteau. » Il dit « Hey, ça prend de la froide, je m'en vais travailler. » Là, après, j'étais comme « Le gars, il doit rien comprendre. » Non, go! Ah, t'as raison. Je m'en fous de la froide, hein. Vite, je m'en vais travailler. Mais ça prouve. On faisait partie... C'était notre mode de vie. Quand t'es de même, ça roule, le cerveau va vite. Man, t'es capable de chier 12 shows de radio par semaine. Ça n'a aucun rapport. Là, j'en fais un le vendredi soir, puis c'est merveilleux. Mais tu sais, en même temps, ça a évolué. J'ai peut-être 12 projets, 15 compagnies, des parts dans tellement d'affaires. Ouais, là, tu fais plein d'autres trucs. C'est plus ça, là. Je ne suis plus en mode 12 shows de radio par semaine. Je fais le show le vendredi. Tout est merveilleux. Avec les sujets, les invités, on parle de musique. Un band vient chez nous, on peut le taper. Qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine? Tu t'occupes de tes entreprises, de tes projets? C'est vraiment développer les projets. Comme là, l'équipe de hockey, je pensais mettre une journée semaine là-dessus. Là, l'équipe va commencer en octobre à Saint-Anselme. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. C'est des gros budgets, c'est des gros joueurs. Le niveau va être hot. L'aréna est belle. On est en train de tout monter et préparer l'histoire. J'étais avec Babu. On est actionnaires tous les deux avec la gang. Puis
Je pensais mettre une journée semaine là-dessus. Là, je suis rendu à 2 jours semaine à travailler sur l'équipe de hockey. Mais c'est vraiment un beau gros projet. Puis je sais que ça va m'amener aussi à bien maîtriser le monde sportif. Chose des équipes sportives que je ne connaissais pas. Oui, je connais la vente. Je vois l'équipe de hockey comme du spectacle. Fait que moi, dans ma tête, c'est un 5-7. C'est après ça des promos, des thématiques durant le match, un after party, première victoire, on la fête pendant une semaine. T'sais. Je vois le hockey comme un spectacle. C'est pour ça que je pense que ouais, tailgate. Oui, exact. Ça va être fou. Après ça, tout ce qui est le volet hockey, on a Cabana, le DG, l'équipe va être fonctionnelle dès la première année. Rajoute à ça de l'entertainment. D'Éric Roy, un goaler, j'allais voir jouer à Northeastern NCAA il y a 10 ans. Là, la vie fait qu'on l'a drafté. Ah ouais. On se retrouve 10 ans plus tard. La vie est folle, pareil. Tout un hasard. Fait que ça, le hockey m'occupe lundi, mardi. Après ça, c'est développer les Country Storm. Des gros festivals avec des milliers de personnes. Que ce soit à Saint-Étienne, en Beauce. Le prochain va être dans Bellechasse aussi l'année prochaine. Ça occupe 1-2 journées par semaine. La radio, pour le vrai, je peux autant la faire dans mon Margaritaville ou dans le studio que j'ai aussi dans le sous-sol. Fait que ça, je le fais le vendredi matin. OK, ça, tu peux le faire, faire remote. Ouais, aussi si j'ai les Mec 12 ou qu'importe, Blue Ridge Band vient au Margaritaville, on enregistre la prestation le jeudi soir qui va être diffusée à Énergie le vendredi soir. Ça, tu veux-tu nous le décrire, ton Margaritaville? Ouais. C'est quoi Margaritaville? Ouais, Margaritaville, c'est les super bars, c'est thématique, vraiment, la plage, le sud, c'est festif, les 5 o'clock somewhere. Ouais. Fait que Margaritaville, c'est à Jimmy Buffett. Il y en a des milliers aux États-Unis. C'est des bars incroyables. Et on est tombé dans un délire d'en construire un dans mon sous-sol. Puis j'ai un très beau bar, un très beau Margaritaville à Saint-Étienne dans mon sous-sol. On a rapatrié Noah Allen, qui est un chanteur de Nashville. Après Noël, il est venu chanter chez nous. 62 invités dans le sous-sol. C'est vraiment un bar, man. J'ai un Margaritaville. Tu l'as vu? C'est comme des... ça semble... C'est comme à la beach. C'est comme tout le temps un beach party. Comme tiki hawaïen mixé avec... Et Jimmy Buffett est décédé il y a quelques mois. C'est... Ouais, probablement mon idole, je dirais, avec Richard Martineau puis Martin Short. Mais à Vegas, il y en avait un, ça. Oui, on y allait tout le temps. Ouais. On allait au 5 o'clock somewhere bar, puis à côté, il y avait un Margaritaville. Ouais. C'était beau. Hein. C'est pas là que Mike, là, il nous trouvait dangereux, là, ouais. Tu sais, qu'ils ont dit à Patricia, t'es-tu en sécurité? OK, ouais, on était... Ah oui, man. Là, on était hit, tabarnouche. On était... Ça, c'était quoi, ça? On était allé voir un combat de la UFC... GSP, Georges Saint-Pierre se battait à Vegas. Moi, Patricia, Carl Bosch, puis Mike Ward. Et là, on est dans un délire au Margaritaville, sur la strip, à Vegas. Mais un gros délire, là. Tu sais, on est à notre... probablement 28e ou 29e shooter. Ben, on avait acheté, là, tu sais, on avait acheté des bracelets, puis tu sais, là-bas, là, ils s'en sacent que tu sortes du bar, tu sais, mais toi, tu vas chercher tes drinks au bar, mais ils disent pas genre, hey, tu consommes ici. Ils te laissent sortir, ben aller d'un autre bar avec les drinks. Fait, on avait pogné des coupons sur Groupon. À 9$ bar open. Bar open. Tu sais, nous, on était là, ça doit être juste l'heure du souper. Là, le gars, il avait jamais vu ça, il est comme, oh non, buvez tant que vous voulez. Puis on pouvait aller, je pense que c'était un Senior Frogs. On allait au Senior Frogs. Ça n'a même pas rapport, chercher les drinks dans l'endroit, puis à Vegas, tu peux te promener d'un bord à l'autre. Fait qu'on vidait le Senior Frogs avec nos bracelets à 9$. On rapatriait les drinks au Margaritaville. Mais là, on était fous, bruyants. Et là, on décide, on va faire un cirque. Fait que là, Carl commence à empiler sur son nez un tabouret. Es-tu capable de tenir sur son nez un tabouret plus une chaise? Mais là, y a-tu un couteau embarqué là-dedans, sûrement? Il y a tout le temps des couteaux dans nos histoires. Ça, c'était le restaurant quand Mike avait enlevé ses bas. OK, je mélange 2 histoires. Fait que il y avait pas de couteau quand tu faisais ton cirque. Fait que là, le banc est en équilibre sur ton nez. On crie. Le cirque ne marche pas, là. Il manque juste le lion pour que l'apocalypse poigne là-dedans. Et là, une gang de gars, ils viennent voir Patricia, pis ils sont là. Est-ce que t'es en sécurité? T'es-tu correct? Et là, Patricia répond, pas de trouble, tout va bien. Lui, l'autre là-bas, c'est mon mari.